Je m'appelle Marie Bonamy, je suis adjointe à la chef de l'unité Commission internationale et politique agricole commune de la MAI de France Agrimaire. Et je vais d'ores et déjà laisser la parole à Monsieur Guton pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis impressionné. Finalement, il faut trouver le bon format de salle pour faire salle comble. Et tout en vous priant de nous excuser, peut-être qu'au fil de... Alors, je ne sais pas si on ne peut pas baisser un peu les lampes au fond, qui doivent aussi un peu chauffer. Mais les conditions vont peut-être être un peu chaleureuses, on va le dire comme ça, au cours de l'après-midi. Je suis le nouveau directeur général de France Agrimaire. J'ai succédé à Christine Avelin le 1er février. Et donc, mon baptême du feu au salon de l'agriculture que je connaissais évidemment pour l'avoir souvent visité, mais jamais dans ses fonctions de directeur général de France Agrimaire et donc très peu sur le stand de l'établissement. Donc, bienvenue à tous sur cette table ronde qui va se constituer ici, sur les opportunités du marché pour les produits français en Chine, dans le cadre d'une étude commandée par France Agrimaire à Business France. Donc, c'est l'occasion de souligner, et je le redisais à des professionnels tout à l'heure, qu'un des métiers de France Agrimaire, c'est les études de marché, la prospective, le travail sur les prix, et que c'est un outil à sans doute encore un peu plus mobiliser, puisque nous sommes là pour offrir ensuite un retour à tous les acteurs des travaux que nous pouvons soit réaliser, soit financer au service des filières agricoles, agroalimentaires, mais également de la pêche et de l'aquaculture, de la conchyliculture en France. Donc merci à tous ceux qui ont participé également à ces travaux, et puis merci à ceux et celles, plutôt celles, qui vont, mais pour une fois on va dire celles, qui participent, oui mais parce qu'on va y toujours à une certaine parité, qui vont pouvoir travailler devant vous et vous faire un certain nombre de présentations. Je ne sais pas s'il est utile en fait ici de rappeler que la Chine est le premier importateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires. C'est le 8e client de la France, avec près de 3 milliards d'exportations d'euros du côté français vers la Chine. On sait qu'évidemment ce marché immense, alors qui a dû être dépassé peut-être par l'Inde aujourd'hui, enfin un pouvoir d'achat plus important en Chine qu'en Inde, nécessite évidemment, c'est un continent en soi, une base de connaissances suffisamment robuste pour pouvoir agir dans un pays comme celui-là. Et donc c'est le contexte qui a amené France Agrimaire à commander cette étude sur les opportunités du marché chinois pour les produits agricoles et agroalimentaires français. Donc c'est bien l'objet d'offrir une connaissance meilleure, qu'il faut sans doute continuer à approfondir, mais j'imagine que les intervenants et intervenantes vont l'évoquer. Ce marché, il évolue comme nos marchés évoluent également. Et donc, c'est ce qui peut permettre aux acteurs économiques de mieux se positionner par rapport à nos concurrents, même si finalement notre étude, elle est sans doute publique, comme toutes nos études, et qu'évidemment d'autres acteurs peuvent également s'emparer du travail du Business France. Ce qui, d'ailleurs, je fais une petite incidente, certains acteurs économiques me disaient qu'il faudrait peut-être laisser un peu de temps avant de diffuser trop largement les travaux qu'on peut réaliser dans un monde hyper concurrentiel. Cette étude, elle n'évoque pas tous les secteurs d'exportation, mais elle se concentre sur les céréales, y compris les produits de minoterie, changement de feuille, les fruits et légumes, les préparations à base de fruits et légumes, la boulangerie, la viennoiserie, la pâtisserie, les produits d'épicerie et préparation alimentaire et les produits de la mer. Et donc ces résultats complets seront accessibles à tous dans quelques semaines au printemps 2025 et seront disponibles, alors je réinsiste sur le gratuitement, sur les sites, ce qui invite quand même à ce que les acteurs français s'en emparent très vite avant que d'autres le fassent à leur place. Peut-être un sujet quand même à évoquer un jour avec Business France, mais il faut peut-être aussi garantir
Mais enfin bon, les choses circulent si vite que c'est sans doute trop difficile. Et donc aujourd'hui, nous accueillons des intervenants de grande valeur. Alors je ne sais pas si elles prennent place au fur et à mesure, ou ils prennent place au fur et à mesure Oui. sur les sièges qui sont rares. Caroline Robert, donc conseillère aux affaires sanitaires et phytosanitaires à l'ambassade de France à Pékin, donc qui au pied levé remplace le conseiller agricole. Donc je la remercie encore un peu plus pour sa présence, mais également les travaux qu'elle a pu faire peut-être sur le sujet, mais elle le racontera elle-même. Donc son éclairage sera évidemment particulièrement précieux, et donc je crois que c'est d'ailleurs un des rôles des conseillers d'être des acteurs en la matière. Hélène Ovas, directrice de projet à Business France, experte de la Chine, qui vous présentera en avant-première les principaux résultats de cette étude, notamment sur les tendances de la consommation, les circuits de distribution, la place du e-commerce. Et j'imagine qu'il y aura un peu de temps aussi pour poser des questions sur des sujets peut-être plus particuliers. Mathieu Gnaudy, professeur associé à l'Institut d'études européennes, qui est donc l'homme de la table ronde, et ayant une longue expérience des relations commerciales avec nos amis chinois pour le compte de plusieurs entreprises, et qui pourra aussi apporter son expérience. Et Madame Xufang Oriono, directrice de l'entreprise Benjing Synonyme, représentante en Chine de la fameuse maison Gilardot, qui est évidemment bien connue j'espère bien connue en tout cas ici, en Chine évidemment, pour ses huîtres. Voilà, et puis peut-être insister sur tout l'intérêt de la vision de terrain que vous allez tous les quatre pouvoir apporter à tous ceux qui sont présents ici, et donc éléments qu'il faut connaître pour pouvoir agir demain en Chine ou renforcer sa présence. Voilà, moi je vais vous laisser, comme ça je laisse une place, mais ceux et celles qui sont là vont pouvoir s'asseoir. Et donc c'est Nicolas Ferris, qui est le responsable de la mission des affaires européennes et internationales de France Agrimaire, qui à la fois animera avec sa collaboratrice les travaux. C'est un vrai manager, il sait déléguer, mais il fera la conclusion à ma place, parce que je suis aussi un vrai manager et que je sais déléguer la conclusion de cette table ronde. Merci beaucoup et bon travail. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, de nouveau, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet de la table ronde d'aujourd'hui. Donc, en commençant par parler du marché en tant que tel. Donc, la Chine, marché de 1,4 milliard de consommateurs au pouvoir d'achat croissant, avec un PIB par habitant qui, je vous le rappelle, est supérieur à 12 milliards de dollars, et le 8e client de la France pour les produits agricoles et agroalimentaires. De son côté, la France est le 11e fournisseur de la Chine. Madame Ovas, pourriez-vous nous faire un rapide panorama des grandes tendances macroéconomiques en Chine pour 2023-2024, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez tous bien? Oui, donc mon nom est Hélène Ovas, je travaille à Business France et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en Chine à la direction de la filière agroalimentaire de Business France. Voilà, et là je travaille au département de la coopération internationale. Merci beaucoup à France Agrimaire et à la coopération internationale de m'avoir confié cette étude sur la Chine que je coordonne avec mes collègues en Chine et en France, le département études. Donc l'idée c'est, puisque Cédric Prévost a eu un empêchement de dernière minute, de faire un rapide point macroéconomique. Donc d'après ces éléments, ce sera assez court. En 2024, la Chine est quand même dans une période de ralentissement et de crise économique. Du coup, avec une croissance qui avait été fixée à 5% et qui a été contre toute attente atteinte à la fin décembre 2024. Et du coup, des perspectives pour 2025 qui ne sont pas si différentes que ça de 2024, avec toujours le souci de la consommation des ménages qui n'a pas repris depuis le Covid. Et donc, le corollaire à cette consommation des ménages qui n'a pas reprise, c'est le taux d'épargne chinois qui est très élevé. Et donc, évidemment, pour la consommation de nos produits imports venant de France, ça pourrait être problématique. Donc voilà pour le petit point macroéconomique. Merci beaucoup, Hélène.
En ce qui concerne plus précisément les produits importés les plus consommés, est-ce que tu pourrais nous les décrire s'il te plaît, ainsi que nous indiquer les nouvelles tendances de consommation sur ces 2 dernières années en Chine? D'accord, donc là l'idée c'était de faire un petit point statistique. Vous voyez sur les graphiques, peut-être c'est pas assez gros pour le fond de la salle, je sais pas. Mais comme l'a dit le directeur général de France Agrimaire, la Chine est le premier importateur mondial de produits agroalimentaires. Et ça, c'est assez récent, puisque finalement, c'est que depuis 2018. Avant, les États-Unis avaient la première place des importations de produits agroalimentaires. Vous voyez que le corollaire à ça, c'est l'Union européenne, qui est le premier exportateur, avec la Chine, qui apparaît quand même dans les exportateurs. C'est le 4e exportateur mondial, donc avec des productions qui sont très importantes, qu'on sait, mais elle exporte aussi ses productions pour 73 millions d'euros. Voilà ce que je voulais dire, surtout sur ce graphique. Donc sur le suivant, les exportations françaises se sont élevées en 2024. On a les derniers chiffres, donc ça bougera peut-être un petit peu parce que tous les pays n'ont pas encore communiqué leurs statistiques. 4 milliards d'euros pour les exportations françaises, 188 milliards d'euros pour les importations chinoises, avec le Brésil et les États-Unis qui ont la grande partie du camembert, là, 25, 30, plus de 30% et un quart pour le Brésil. On verra après le détail des produits, comment ça se répartit. L'Union européenne à 8%. Et la France, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais voilà, c'est encore vérifié pour 2024, est le premier exportateur en Chine de produits agroalimentaires dans l'Union européenne. Donc même c'est 8%, la France doit avoir à peu près 2% du total. Et puis une croissance qui reste remarquable des importations, malgré certains un petit ralentissement qu'on observe en 23 et 24. Mais par rapport à 2019, vous voyez la courbe qui est vraiment croissante des exportations des produits agroalimentaires vers la Chine. Peut-être. En ce qui concerne les opportunités du marché chinois, est-ce que, Hélène, vous pourriez nous donner des compléments sur la place des produits français du coup importés? Oui. Alors sur la place des produits français, on va d'abord regarder ce que la Chine importe. Vous voyez que c'est beaucoup de matières premières agricoles brutes. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir, avec la part des oléagineux qui est très important. Les oléagineux, en fait, c'est le soja. Et en gros, si c'est pas le Brésil, c'est les États-Unis. Actuellement, c'est pas les États-Unis, donc c'est le Brésil. Ce qui explique que le Brésil ait une part très importante dans cette répartition-là. Alors les fruits et légumes, les viandes, produits aquatiques, vous voyez que c'est tous des produits, plutôt des matières agricoles brutes. Quand on regarde la France maintenant, le premier poste, ça reste les boissons alcoolisées, 37% du total. Alors quand j'étais en Chine en 2016-2017, les vins et spiritueux, c'était à peu près 60% du total, mais c'était un total qui était beaucoup plus petit. Donc en gros, on est vraiment resté à peu près équivalent pour les vins et spiritueux, avec le cognac parfois plus important, parfois le vin. Actuellement, le vin descend un peu, le cognac reste aussi encore assez élevé. Et le deuxième poste, ce sont les céréales, alors surtout avec l'orge et le blé que nous vendons en Chine en grande quantité. Ensuite, on a des... Voilà, juste pour terminer, ensuite, vous voyez la répartition, produits laitiers, préparation à base de céréales et de lait. Les produits laitiers, on y reviendra, c'est vraiment à 80% pour la filière de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. Les viandes, qui a beaucoup baissé à l'heure actuelle, et les préparations alimentaires. Je crois qu'il y a une question avant. Je sais pas. D'accord, merci. Merci beaucoup Hélène. Caroline Robert, on a bien compris qu'aujourd'hui vous remplaciez du coup monsieur Cédric Prévost qui a eu un empêchement de dernière minute. Est-ce que vous pourriez très rapidement vous présenter et puis après je vous poserai la première question. Donc, bonjour à tous, Caroline Robert, conseillère agricole sur les sujets sanitaires et phytosanitaires. Avant, j'avais l'habitude de dire concrètement c'est l'accès au marché. Aujourd'hui, l'accès au marché, ce n'est plus seulement le sanitaire et le phytosanitaire. Donc voilà, basé à Pékin et principalement mes missions, l'appui aux exportateurs français qui souhaitent exporter vers le marché chinois. Merci beaucoup Caroline. Donc Caroline, au vu du contexte actuel qui semble particulièrement tendu entre la France et la Chine,
quelle est, selon vous, la place de l'offre française parmi l'offre européenne en Chine ? Donc, on vient de nous présenter le contexte économique et effectivement, c'est le socle pour se projeter dans les exportations. Mais la Chine a cette particularité que le contexte politique est toujours majeur dans quel que soit le domaine. En ce qui concerne la situation politique entre la France et la Chine, l'année 2024 était l'année des 60 ans de la relation diplomatique franco-chinoise. Un anniversaire qui devait être l'année de toutes les bonnes nouvelles et qui a commencé le 5 janvier par l'enquête sur le cognac. Donc on a passé le reste de l'année à se souhaiter bon anniversaire avec des sourires un petit peu crispés, puisqu'on a enchaîné enquête après enquête, vous l'avez suivi, les produits porcins, puis les produits laitiers. Et à la toute fin de l'année, une enquête qui ne cible pas seulement l'Union européenne, mais tous les pays du monde, les mesures de sauvegarde sur la filière bovine. Donc, une relation un petit peu complexe. On le voit de manière très transparente sur ces enquêtes qui sont publiques, mais c'est également des tensions sous-jacentes qui vont impacter également les dossiers sanitaires et phytosanitaires. Ces dossiers qui étaient au sommet de l'agenda, au sommet des priorités des techniciens chinois dans les administrations, sont un petit peu moins prioritaires, se retrouvent en dessous des piles. Les dossiers mettent plus de temps à être traités, se grippent, et on a donc des difficultés à faire progresser nos dossiers. Néanmoins, l'offre française a quand même des atouts qu'il faut mentionner, et il ne faut pas renoncer à ce contexte chinois. Déjà, la relation entre la France et la Chine, malgré ces difficultés évoquées, reste quand même bien meilleure que pour de nombreux autres pays. L'amitié entre nos présidents reste bonne et peut nous laisser espérer peut-être des résolutions lors de leur prochaine rencontre. On a aussi des produits qui, soyons honnêtes, sont excellentissimes, tant pour leur qualité gustative que pour leur aspect sanitaire. C'est quelque chose qui est reconnu par le consommateur chinois. Et j'ai échangé avec des Chinois un peu plus tard ce matin qui me re-signalaient à quel point la qualité sanitaire de nos produits est appréciée et fait encore la différence auprès des consommateurs chinois. Pour ce qui est des perspectives, peut-être juste en un mot, pour l'avenir, pourquoi pas se pencher sur les produits destinés à la santé. Le Covid a marqué la population chinoise, elle a marqué les esprits, et le consommateur chinois va vraiment maintenant se poser des questions sur le fait que ce produit soit bon pour la santé ou pas. Le fait est que nos produits sont bons pour la santé. Il est important de le dire, de le rappeler et d'en jouer, d'en faire un atout marketing. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Donc, quelle petite tension, mais quand même un bilan qui se veut positif et un avenir qui, nous l'espérons, sera positif. Donc, Madame Ovas, de nouveau, donc au regard des premiers résultats de l'étude que vous êtes en train de réaliser avec Business France, que pourriez-vous nous dire des principaux concurrents et des perspectives d'évolution du positionnement français, notamment vis-à-vis des concurrents européens ? Alors, sur les statistiques générales, donc là, il n'y a uniquement que les 5 filières que nous étudions pour l'étude qu'on fait pour France Agrimaire. Donc, les céréales qui ont été nommées. Vous voyez que l'Union européenne est 1,6 milliard d'euros. La France en fait 1,4 milliard. Donc là, on n'a pas de concurrents du tout européens. On est les meilleurs, on peut le dire. Et c'est l'orge et le blé avec des questions qui peuvent se poser de temps en temps, sachant que c'est des produits qui peuvent osciller et à un moment il peut y avoir plus de produits exportés que d'autres. Donc l'orge a pris la première position, c'était le blé en 2024, donc ça peut évoluer. Les concurrents, c'est vraiment Brésil, États-Unis et Australie sur ce poste. Sur les fruits et légumes, le total monde est de 20 milliards 3, mais quand on regarde les chiffres dans le détail, on s'est rendu compte que les fruits importés par la Chine, ce sont surtout des fruits tropicaux pour 16 milliards d'euros, donc plus de 80%. Donc nous, sur nos périodes et nos fruits tempérés, ça reste une petite part de ce montant. L'UE a maintenant pas une très grande part. On se rend compte que le Chili, avec les cerises, le Chili inonde la Chine de cerises. C'est absolument hallucinant la progression qu'ils ont fait. Alors nous, Français, on a l'autorisation de vendre 2 types de fruits en Chine, les kiwis et les pommes. Donc sur ces
sur ces deux produits-là, on se rend compte qu'on avait avant une concurrence qui était la Nouvelle-Zélande, mais qui était à contre-saison. Donc on pouvait vendre en complément de la Nouvelle-Zélande, on vendait nos kiwis notamment. Et maintenant, la concurrence chinoise a vraiment augmenté, avec une production de pommes et de kiwis chinois qui est devenue très importante. Donc on a une concurrence qui est plus importante et donc une baisse sur ces deux premiers postes-là. Sur les produits de la mer, on a aussi une toute petite partie du marché chinois, mais sur deux produits qui sont emblématiques et très importants pour lesquels on arrive en top 1. Ce sont les légines, d'une part. Donc les légines, c'est un produit qui se vend congelé en Chine par tranche, qui est surtout destiné aux enfants et qui vient de nos mers australes. Et le deuxième produit, ce sont les huîtres, sur lequel j'insisterai pas, puisque nous allons en parler longuement tout à l'heure, mais c'est vraiment un produit aussi dont on est très fier. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Caroline, le top podium, il est vraiment important en Chine. Quand on peut revendiquer des premières places, je me souviens de l'acheteur de Sam's Club, là j'ai passé un mois en Chine en novembre. Donc Sam's Club, c'est Walmart, le premier distributeur mondial, et qui me disait, je lui demandais comment il choisissait les produits, il me disait c'est best country origin. C'est-à-dire qu'il va regarder les statistiques, il va se dire là c'est la France qui est là, paf, j'achète les premiers produits français qui sont exportés, dont les huîtres, etc. Donc la réputation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Même si les Chinois savent qu'on est bon en termes de qualité, en termes de goût et gustatif, c'est vrai que les chiffres restent importants. Sur l'épicerie, c'est un produit c'est une catégorie qui est très très large. Donc je vais passer un peu vite. Il y a notamment de l'huile. Donc on voit qu'il y a beaucoup de présence. Il y a Russie, Ukraine et Inde qui arrivent dans les trois premiers produits. Et c'est les huiles, les pâtes et les épices qui sont les trois premiers produits. On est très bon pour les glaces. Les glaces qui se mangent, qui se dégustent, les glaces sucrées, à cause de la présence d'une entreprise américaine sur le sol français, qui est Häagen-Dazs, et qui vend un montant énorme de glaces en Chine, et qui viennent de France. Et donc sur tous les réfrigérateurs qui sont dans tous les Häagen-Dazs, donc soit leur magasin, soit chez les distributeurs, il y a bien marqué que les produits viennent de France. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Et puis enfin, je termine par le circuit, la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Là, on a trois types de produits qui se vendent très bien. D'une part, des produits finis avec de la biscuiterie qui augmente la biscuiterie française. Alors avant, il y avait les Danois qui étaient très forts avec les biscuits danois, là, les Danish cookies. Maintenant, la France commence à avoir une petite part sur ce créneau-là. La deuxième partie, c'est tout ce qui est les pâtons surgelés, tout ce qui est viennoiserie surgelée qui augmente énormément. C'est vraiment un secteur en pleine croissance. Et le troisième produit qu'on étudie sur ce secteur de BVP, c'est les ingrédients laitiers, qui sont extrêmement importants. À 80%, notre crème et notre beurre servent pour la BVP chinoise. Voilà, et du reste, c'est les premiers produits qui sont importés, vous le voyez, lait et crème, beurre et les produits de boulangerie. Donc c'est vraiment un secteur qui croît énormément. Voilà pour ça. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation du coup, des différentes statistiques de cette étude. Toujours concernant cette étude, celle-ci définissait différents bassins de consommation et différents types de villes allant de rang de 1 à 2 et de rang de 3 à 4. Comment avez-vous défini ces bassins de consommation ? Alors, on est sur Non, c'est ce que je me disais. Je vais peut-être juste rapidement pour la concurrence européenne en une minute. Voilà, donc du coup nos principaux concurrents européens, ils sont pas tellement nos concurrents parce que finalement on est largement devant eux avec 4 milliards d'euros pour la France. Vous voyez les Pays-Bas c'est 2,7 milliards, l'Espagne 1,9 et l'Allemagne 2,2. Donc avec les 4 premiers on a à peu près 70% du marché, donc ils sont finalement assez peu concurrents et certains produits sur lesquels ou certaines catégories sur lesquelles on se répartit un petit peu la concurrence entre guillemets, par exemple pour les fruits et légumes, à cause de problématiques d'accès au marché, les poires, par exemple, n'ont pas le droit, les poires françaises ne peuvent pas accéder au marché chinois, mais en revanche, les poires belges et des Pays-Bas ont une part très importante du marché et eux ne peuvent pas vendre de pommes ou de kiwis. Donc sur les fruits et légumes, sur les pommes, on est concurrent avec la Pologne, mais de très très loin derrière, et sur les kiwis avec l'Italie, qui
prend une des grandes parts de marché aussi. Voilà, sur les autres produits, on se rend compte qu'on est assez peu concurrents. Les Espagnols, sur les produits aquatiques, vendent des seiches, des calamars, du flétan, alors que nous, on est sur les gînes et huîtres. Donc voilà, ce que je voulais dire, le message, c'était que les autres pays européens ne nous font pas tellement peur. Et sur les perspectives... du coup, pour revenir à ma question de tout à l'heure, dans l'étude, vous avez défini différents bassins de consommation avec différents types de villes, de rangs allant des rangs 1 à 2 et 3 à 4. Tout d'abord, pourquoi avoir défini ce type de bassin de consommation et cette différenciation? Et est-ce que vous pourriez approfondir sur les modes de consommation et le pouvoir d'achat en Chine selon ces différents rangs de villes? Voilà, donc effectivement, on a sectorialisé et un petit peu réparti géographiquement la Chine avec les différents bassins. Donc déjà, là où sont les importations de produits, c'est là où il y a des ports. Hein. Importation, port. Donc pour la Chine, ça reste encore très important. Donc la part de Shanghai et du delta du Yangtze, hein, vous voyez le Yangtze qui est la barre bleue, là, qui est assez mal dessinée là, mais qu'on imagine assez bien, qui irrigue tout le centre de la Chine. Shanghai et cette partie-là gardent 40% des importations françaises, en fait, j'ai vu le chiffre, hein, rentrent par le port de Shanghai. Ensuite, on a le corridor Pékin et Tianjin. Tianjin, c'est le port d'entrée de Pékin. Donc, Pékin étant la capitale, c'est aussi un corridor qui est très important. Et enfin, dans le sud, on a vraiment le delta de la rivière des Perles. En anglais, on entend souvent le terme de Greater Bay Area, avec Hong Kong. Donc, Hong Kong, là, et même si c'est un territoire douanier complètement à part, hein, avec un régime douanier, des taxes, etc. à part, il fait vraiment partie de cette nouvelle zone avec Shenzhen, Zhuhai, Canton et Hong Kong. Donc 11% des importations qui rentrent par le port de Hong Kong. Avec parfois des statistiques qui sont un peu biaisées, suivant des produits qui rentrent ou pas par Hong Kong, soit officiellement et qui sont réexportés, soit par le canal gris. Ça reste encore un canal important de rentrée des produits importés en Chine. Voilà, et du coup, dans cette problématique, on a effectivement toutes les sociétés d'études en fait, qui ont dû définir des niveaux de ville de rang 1, 2, 3, 4 pour les importations de produits en Chine, en fait, avec les villes de rang 1 qui ne sont pas que les villes qui ont le rang de province. Hein. Vous savez qu'en Chine, il y a 4 villes qui ont le rang de province. Chongqing, qui est la ville la plus peuplée de Chine, ce qu'on ne sait pas toujours, mais parfois c'est utile, Pékin, Tianjin et Shanghai. Mais il y a aussi la ville de Shenzhen que je citais tout à l'heure, et d'autres villes qui peuvent avoir une place de rang 1. Donc pour les produits imports, en fait, pour cette étude, on a mélangé rang 1 et rang 2. Dans le rang 1 et le rang 2, il y a beaucoup de capitales de province qui commencent à être des villes qui sont très importantes aussi pour les produits imports. Vous avez les chiffres ici, je pense qu'on les diffusera ensuite. Oui, on a dû passer de manière assez rapide certaines diapos, mais bien sûr, vous les aurez toutes disponibles. On vous les enverra directement. Voilà, et donc les villes de rang 3 et 4, alors on les définit par un nombre d'habitants, mais on peut les définir aussi par un niveau de PIB, et en fonction, donc il y en a qui sont plutôt dans les rangs 3 ou plutôt dans les rangs 4, qui sont des villes qui sont parfois au-dessus de 1 million d'habitants, mais qui restent des petites villes, entre guillemets, comparativement à l'entrée des produits imports dans ces villes. Voilà, donc ça c'était juste pour montrer qu'en termes en Chine, il y avait des très grandes différences. Vous avez la moyenne ici, la moyenne nationale, qui est à 4 400 € de dépenses de consommation par tête par an. En euros, et vous voyez Shanghai et Pékin donc, qui arrivent en tête en Chine avec 7 300 € pour Shanghai et 6 700 € pour Pékin. Donc c'est pour ça que quand on a une approche chinoise, je pense qu'il faut arriver à distinguer et que les chiffres qu'on trouve dans les statistiques chinoises, hein, c'est ouvert, on peut les consulter sur Internet, c'est ce que j'ai fait, sont importantes. On remarque aussi sur ce graphique que le post-Covid, tout est en croissance en fait sur les dépenses de consommation, même si elles restent largement insuffisantes, comme on l'a vu au début, elles sont tout de même en croissance. Voilà, là c'est la part des dépenses alimentaires par rapport aux dépenses de consommation. Alors effectivement, là la moyenne Chine, voilà, donc on voit que la province de Hainan au sud de la Chine, c'est 37% de dépenses alimentaires. Ça reste une province qui est assez pauvre. Pékin, c'est 21%.
et la France c'est 12%. Donc les dépenses alimentaires, effectivement, plus c'est important, moins la région est développée en fait. Et au niveau des consommations de produits, là quand on regarde le camembert de consommation dans les statistiques chinoises, les produits de BVP, on a une moyenne Chine à 4%, Shanghai et le Guangdong c'est 7% et Pékin c'est 2%. Donc on peut supposer qu'à Pékin ils mangent beaucoup moins de pain qu'ils n'en mangent à Canton. Pour l'aquaculture, logiquement la moyenne Chine c'est 5% et Shanghai, Pékin autour de 8%. Voilà, donc dans vos études de marché sur la Chine, pour les exportateurs c'est vraiment des éléments à prendre en compte. Merci beaucoup Hélène pour ces éléments sur les tendances de consommation. Donc vous l'aurez bien compris, des tendances de consommation qui sont vraiment différentes en suivi. En fonction des bassins de consommation. En fonction des bassins de consommation et des différentes villes concernées. Donc maintenant, on va reprendre un peu plus, on va dire, de distance et je vais m'adresser à Madame Oriono à mes côtés. Madame Oriono, vous êtes directrice de Beijing Synonyme et représentante de la maison Girardot en Chine. Donc est-ce que si vous pouvez vous présenter de manière très succincte, puis après je vous poserai la petite question à venir. Bonjour. Voilà, comme on a présenté, je suis la directrice de Beijing Synonyme Commercial. Je présente, la société est le seul exportateur de huîtres Girardot en Chine. Donc, ça fait plus de 20 ans que je travaille pour import-export entre France et la Chine. Et puis, je basais la moitié dans Chine, la moitié dans France, à La Rochelle. Merci beaucoup, Madame Oriono. Donc, je pense qu'on l'avait un petit peu compris. Mais est-ce que vous pourriez développer sur les produits que vous exportez en Chine et puis, du coup, les débuts de la maison Girardot sur ce marché, s'il vous plaît? Les principaux produits que j'exporte vers la Chine, notamment, sont les huîtres Girardot. Il m'arrive également d'exporter les autres produits de la mer, comme des moules, des homards, des tourteaux, etc. Après aussi, ça m'arrive aussi d'exporter des foie gras français. La maison Girardot fait les premiers producteurs des huîtres françaises qui s'implantent en Chine, avec le premier arrivé des huîtres en 2009. Toutefois, les huîtres Girardot étaient déjà présentées sur le marché hongkongais depuis longtemps. Maintenant, on peut dire la marque Girardot qui présente une part assez importante des huîtres françaises en Chine. Merci beaucoup, Madame Oriono. Donc, toujours en restant à vous, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les exigences des consommateurs chinois concernant vos produits, s'il vous plaît? Les consommateurs chinois ont des exigences assez élevées pour les produits de mer françaises, notamment pour les huîtres Girardot. Les huîtres Girardot bénéficient d'une réputation prestigieuse en Chine. Ils sont très appréciés par leur chair charnue, leur texture ferme et leur goût légèrement sucré et noisette. Il y a un grand problème pour les huîtres Girardot comme pour beaucoup de produits luxe. On a des cas de contrefaçon. Donc, pour les consommateurs chinois, l'authenticité est un critère assez essentiel pour les produits, précisément Girardot. Donc, ça, c'est la gravure au laser sur chaque coquille
a constitué un gage de traçabilité et de qualité qui rassure les clients chinois sur l'origine des huîtres Gilardot. Ces huîtres sont spécialement consommées dans les restaurants gastronomiques ou les bars à huîtres spécialisés. Les clients chinois cherchaient plutôt une prestation soignée avec une expérience raffinée. Par ailleurs, que les Chinois s'intéressent activement à la culture française et à la façon de vivre à la française. Donc, des dégustations et des formations sur l'art de consommation des huîtres est devenue une étape incontournable pour promouvoir les produits. Merci beaucoup, Madame Arionneau. Enfin, une dernière question sur toujours vos produits. Est-ce que vous pourriez m'expliquer de manière succincte quels sont vos plus grands concurrents sur la zone et pourquoi? Est-ce que c'est une question de prix? Quelles sont les raisons? Si on parlait des concurrents pour les huîtres Gilardot, les critères essentiels sont la qualité, la chair charnue, le goût, la forme des huîtres. Donc, sur ces caractères, les grandes concurrences des huîtres Gilardot sont des huîtres français. Donc, qui proposent quand même une qualité similaire. Après, sont des huîtres irlandais et des huîtres néo-zélandaises. En plus, huîtres irlandais qui bénéficient pas mal de soutien gouvernemental. Et huîtres irlandais sont saisonniers. Donc, les meilleures périodes pour goûter les huîtres irlandais sont de mars à août, qui intercalaire justement dans cette saison-là, compenser les huîtres françaises. Malgré que la Chine est le premier producteur d'huîtres mondial, mais leur huître ne peut pas comparer avec les huîtres Gilardot ou les huîtres français, en différence assez remarquable pour leur forme, leur goût et leurs conditions d'élevage différentes. Et les huîtres du Corée du Sud est bien présentée en Chine, malgré ils sont très charnus, mais leur goût, leur saveur, qui manque un goût distinctif par rapport aux huîtres français. Merci beaucoup, Madame Arionneau. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur Ngodi. Je vais vous demander également de vous présenter succinctement pour après qu'on voit les questions qui vous concernent. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Mathieu, donc je suis professeur à l'Université Paris 8, mais auparavant, j'ai aussi été acheteur vin et spiritueux chez Carrefour Chine, acheteur marais chez Freshipo, une enseigne du groupe Alibaba, et acheteur de produits européens. Et de l'autre côté de la barrière, directeur des ventes chez Andros Chine pour la partie retail et e-commerce. Donc vous avez eu de nombreuses expériences, comme on a compris, en tant qu'acheteur pour différentes entreprises. Pourriez-vous donc, à ce titre, nous expliquer quelles sont les particularités du travail d'acheteur pour la Chine, notamment en ce qui concerne les produits frais, s'il vous plaît? Un premier élément, moi, que j'ai noté dans ce que je voulais vous communiquer, c'est beaucoup lié à la culture des affaires. Si vous allez être acheteur chez Freshipo, qui est une ancienne chinoise, et être acheteur chez Sam's Club, dont parlait Hélène Ovas, c'est complètement différent. Quand on s'adresse aux enseignes chinoises, on est dans un choc culturel des affaires qui peut parfois être un peu déroutant, alors que quand on va parler à des enseignes internationales comme Aldi ou Sam's Club, on est dans un cadre qu'on peut connaître en France ou en Europe. Donc ça, c'est les enseignes chinoises, c'est des enseignes qui sont dans un marché beaucoup plus volatile, où on va beaucoup plus vite, où on peut lancer des nouveaux formats, avoir des nouvelles demandes, être beaucoup plus à l'affût de certaines tendances. Donc il faut être préparé à être dans une notion très forte de service
auprès des acheteurs qui se reposent beaucoup sur les fournisseurs. Bien sûr, on est aussi impacté fortement, et ça a déjà été dit, par tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Je sais que les vins spiritueux, c'est pas un sujet qui a été traité par l'étude, mais ça peut avoir des conséquences quand la Chine révise les droits de douane sur les vins australiens en 2020. Ça a un impact sur la filière vitivinicole française forcément, puisqu'il y a des achats qui vont se reporter sur ces vins qui deviennent plus accessibles, mais c'est valable pour d'autres filières aussi. Et on parlait de la marée. En 2015, je crois, je me rappelle, il y avait eu effectivement un peu quelques différends entre la France et la Chine. Et là, des études ont été menées sur les tourteaux où on a trouvé du cadmium avec des méthodes d'analyse qui étaient différentes entre la France et la Chine. Donc ça a forcément un impact. Et ça nous impacte en tant qu'acheteurs. Et les deux derniers éléments qui sont à noter, c'est dans le contexte géopolitique, on parlait de la minoterie par exemple. Aujourd'hui, il y a la Russie qui est un pays ami avec la Chine qui, et moi je l'ai vu en interne, qui propose sa farine à des tarifs très intéressants. Donc le marché peut évoluer très rapidement. Et aussi quand même, parce qu'on en parle beaucoup en France sur le consommer local, mais en tant qu'acheteur, on est aussi invité pour les enseignes chinoises à consommer local. Il y a des filières qui se structurent, une qualité qui s'améliore aussi. La qualité française, elle est très très forte, mais en tant que nation, la Chine invite aussi à créer des mesures. Donc on est aussi impacté par ça en tant qu'acheteur. Et puis voilà, en tant que dans la relation fournisseur, vraiment, je pense que ce qui est important, c'est une très forte réactivité qui est attendue dans un environnement qui va très très vite. Contrairement à des Sam's Club ou des Walmart qui sont très organisés, très structurés, très planifiés, je pense que les enseignes chinoises, c'est un peu plus le bordel, si vous me permettez l'expression, mais c'est aussi très flexible. On peut rentrer plus facilement, donc il y a beaucoup d'opportunités. Merci pour ces premiers éléments et notamment sur les petits conseils à donner aux entreprises. On reviendra dessus un peu plus tard. Vous avez parlé d'enseignes. Madame Ovas, pourriez-vous un peu resituer la place des différents canaux de distribution en Chine, en omettant pour l'instant le e-commerce, parce qu'on va revenir dessus dans une future question. Oui, donc il est très simple ce schéma et ça revient un peu sur ce que disait Mathieu à l'instant. Ce qu'on peut retenir, c'est les hyper et supermarchés qui existent encore, avec une apparition nouvelle. Bon, j'ai quitté la Chine en 2017, il n'y avait pas de Sam's Club et de Costco. Donc ces magasins qui peuvent être traduits par magasins entrepôts, en fait c'est plus que ça, c'est surtout des hypermarchés en fait sur ce schéma-là, où les consommateurs doivent acheter une carte de club. Mais ce n'est pas ouvert à des professionnels, c'est ouvert au grand public. Et là, à l'heure actuelle, tout magasin entrepôt qu'il est, Sam's Club a énormément de produits import dans ses gammes. Donc être référencé chez Sam's Club ou Costco, c'est une belle référence pour nos produits import, je pense, à l'heure actuelle. Les consommateurs chinois s'intéressent à ces enseignes qui choisissent justement les produits et les achètent avec discernement, j'ai envie de dire, sous le contrôle de Mathieu. Ensuite, vous avez les magasins spécialisés haut de gamme, qui là existaient déjà avant, qui s'appelaient autrefois les magasins pour expatriés, entre guillemets. Il y a beaucoup moins d'expatriés en Chine maintenant, donc c'est plutôt pour des Chinois aisés, de la classe moyenne. Mais les olés qu'on retrouve dans beaucoup de centres commerciaux sont aussi incontournables pour les produits import. Vous avez Hippopotame, Fresh Hippo, qui est là, donc Rema, qui est aussi, malgré, donc je ne parle pas de e-commerce puisqu'on en parle tout à l'heure, mais Rema a des magasins en dur qui servent aussi de référence avec des grands bacs de poissons vivants, d'huîtres, etc. Et c'est une belle référence aussi chez les consommateurs chinois qui s'intéressent aux produits importés. BHG, alors ça, vous faites aussi attention aux enseignes qui peuvent être très régionales. BHG est à Pékin, ils ont peut-être une quinzaine ou une vingtaine de magasins en Chine, mais plutôt sur la Chine du Nord. Donc vous avez aussi ces enseignes qui sont assez régionales. Les centres commerciaux, je les ai mis là parce qu'effectivement, il y a beaucoup de consommateurs chinois qui vont s'y promener. C'est un peu la promenade du dimanche, avec le risque que ces centres commerciaux appartiennent à des groupes immobiliers. Et vous savez que l'immobilier en Chine est en crise complète. Donc je mettrai un petit bémol sur ces centres commerciaux quand on s'y fait référencer. Mais pour des produits agroalimentaires, en général, on est référencé dans le supermarché qui est dans le centre commercial. Donc le risque est un peu plus dilué, mais y faire attention.
restauration, et encore les magasins de proximité qui fleurissent un petit peu partout en Chine, avec effectivement des références de produits imports qui sont très limitées. En général, il y a encore une bouteille de vin, une bouteille de cognac et de rares produits de biscuiterie peut-être, mais effectivement, en fonction des produits, ensuite les magasins de proximité sont plus ou moins intéressants, mais avec des très grands nombres aussi. Alors chacune de ces enseignes peut ou pas avoir des services import direct ou alors passer par des importateurs pour que vous puissiez être référencé dans ces magasins. Voilà. Alors là, c'est sur la partie restauration. Toutes ces enseignes peuvent effectivement référencer des produits imports. On a l'exemple dans les hôtels 4-5 étoiles de la partie petit déjeuner, où il y a énormément de produits de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie, voire même des chefs pâtissiers ou boulangers qui sont à l'intérieur de chacun de ces hôtels. Donc des débouchés importants. Les fast-food aussi, c'est eux qui ont popularisé le pain en Chine. Le pain de mie chinois, c'est l'exemple des fast-food avec McDonald's, Pizza Hut, etc. Dans les restaurants occidentaux, je vous ai mis l'exemple avec le guide Michelin. Et il y a un autre guide qui est concurrent au guide Michelin en Chine qui s'appelle Perle Noire, Reijianju, qui référence des restaurants. Alors sur les restaurants français, j'ai regardé, il y a 80% qui sont basés à Shanghai et le reste Pékin et 2 sur Shenzhen et Canton. Donc là, on retrouve encore le classement en ville dont je parlais tout à l'heure. Les pâtisseries, boulangeries et les cafés boulangeries. Alors méfiez-vous aussi des termes, c'est comme les magasins entrepôts. Quand on parle de boulangerie en France, c'est plutôt un concept de café-brasserie chez nous. Les boulangeries ont évidemment un coin boulangerie, mais souvent elles offrent du café, c'est un lieu de vie où les Chinois aiment bien aller. Et à côté de ça, les cafés comme Starbucks, qui en ce moment sont en train de descendre, mais ils offrent de la boulangerie, des croissants, on parlait d'Andros tout à l'heure, mais bravo à Mathieu, je ne sais pas si c'était lui, mais toutes les sucettes qui sont dans les 3600 Starbucks de Chine, c'est Andros, c'est Pierrot Gourmand. Donc c'est une superbe référence aussi. Et le King Coffee, qui là est plutôt une chaîne de café avec une grande mode vraiment autour de tout ce qui est boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, via le café aussi qui croît énormément et très rapidement en Chine. Voilà, et oui, et puis 2 points aussi essentiels. Là, je ne voulais pas parler du tout de... Si on peut revenir juste sur la slide d'avant, merci Alice. Je ne voulais pas parler de e-commerce, mais il faut savoir quand même que tout le catering et toute la restauration, sans e-commerce, ils ne peuvent plus vivre. Vous avez le duopole entre Alibaba et Tencent. Tencent, c'est WeChat. Et tous les achats en ligne, on fait les commandes en ligne de repas pendant le Covid et même encore maintenant, on fait que tous les restaurants se sont réorganisés par rapport à ces livraisons qui sont faites en ligne via ces 2 opérateurs qui sont basés en duopole. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et j'ai fini pour moi. Alors là, je voulais juste citer l'exemple d'un supermarché dont on parle beaucoup. Il y avait un article dans Les Échos il n'y a pas si longtemps que ça. Un supermarché de ville secondaire, même de ville rang 3, qui est dans la province du Henan, dans la ville de Xuchang, dont personnellement, même après 20 ans en Chine, je n'avais jamais entendu parler. C'est pas une référence, mais bon, c'est même pas dans la capitale du Henan, qui est Jiangzhou, et qui fait beaucoup parler de lui, vraiment. Il y a beaucoup d'articles où justement il base toutes les références sur la qualité, sur le bien-être, sur la santé dont vous parliez, Caroline. Et ça, c'est important à tel point qu'il y a une grande chaîne de supermarchés de Shanghai qui s'appelle Yonghui, qui citait, il y avait des articles sur YouTube et autres où il disait il faut étudier le modèle de Pangdonglai. Donc voilà, mais évidemment pour atteindre ces supermarchés, il faut avoir toute la bonne chaîne qui va bien, comme pour les huîtres Gilardeau tout à l'heure, il faut vraiment avoir l'importateur, le distributeur, etc., qui vous permet de référencer dans ces supermarchés-là. Voilà. Merci beaucoup Hélène. Monsieur Ngodi, de manière très succincte, je suis navrée le temps passant, est-ce que vous auriez des compléments sur un peu l'évolution des canaux de distribution justement ? Ok, bon, je vais faire vite du coup et reprendre mon job de prof. Il y a 4 étapes dans la distribution en Chine. Il y a avant les années 90 où on n'a vraiment que les magasins de proximité en bas des immeubles et puis les marchés couverts. On a les années 90-2000 où là les étrangers arrivent et beaucoup de Français, Carrefour et Auchan, qui vont vraiment structurer ce qu'est la grande distribution en Chine et inspirer les locaux. Hélène, elle parlait de Yonghui, mais voilà, ça a été le moment où la grande distribution française était leader avec Walmart et Tesco en Chine. Et puis après,
Pardon. Et puis après, excusez-moi. Puis après, on a les années 2010-2020 où là, on a l'ère du new retail, donc du commerce digital, avec Freshippo notamment, qui là, du coup, va un peu tuer les enseignes qui n'ont pas passé cette ère du digital, de la livraison, de l'application mobile, parce que les sites internet pour faire ses courses, ça n'existe pas, avec donc des sortants, Carrefour et Auchan, Tesco, qui sont sortis et sont partis de Chine, se sont fait racheter. L'arrivée de Freshippo, d'Aldi, qui est arrivé aussi, en copiant Freshippo et en adaptant son modèle et en apportant sa supply chain. Et puis effectivement, les magasins club, Sam's et Costco, qui arrivent. Et après, vers là où on va, et moi j'étais très surpris en retournant il y a 1 an et demi en Chine, on est maintenant dans une nouvelle ère où le discount arrive en Chine, où il y a des enseignes régionales aussi, Hotmax, qui vendent des produits à DLC courte, qui font du déstockage, et puis Freshippo, qui lance un nouveau format qui s'appelle NB, avec que de la MDD, plutôt entrée de gamme. Et là, on est sur, pour moi, la 4e phase, qui est celle dans laquelle on entre, qui redéfinit encore un peu les contours de la consommation en Chine. Merci pour ce résumé très clair. Madame Oriono, en quelques phrases seulement, je suis vraiment navrée. Sur les circuits de distribution, est-ce qu'il y a des spécificités pour vos produits, les produits de la mer? Oui, pour la maison Gelardo, comme la marque qui est hyper connue mondialement, donc il y a des acheteurs qui sont attirés pour venir chercher les produits. Après, au tout début, après plusieurs déplacements en Chine, nous avons pu identifier les importateurs. Donc, commencer par les importateurs. Par contre, si on part l'importateur, l'avantage, c'est qu'on peut pénétrer dans un marché à moins de coûts. Par contre, on a perdu un petit peu les contrôles sur la façon de commercialiser leurs produits. Voilà, un exemple très très précis, c'est comment appeler sa marque. Comme tous les Chinois ne parlaient pas français ou l'anglais, donc il faut absolument avoir un nom chinois pour la marque ou le produit. On a quand même avec Gelardo déjà enregistré avant d'entrer en marché chinois une traduction Gelardo en Chine auprès de bureaux des marques en Chine. Mais malgré tous nos efforts, les importateurs ou les distributeurs préfèrent utiliser leur traduction, leur propre traduction. Pire encore, c'est il y a un des distributeurs qui a enregistré auprès du bureau des marques de leur traduction Gelardo en Chine. Après, on peut citer aussi le foie gras. Le nom foie gras en France, c'est foie gras. Mais en chinois, quand il traduit en chinois, c'est foie droit. Et voilà. Donc, le problème, c'est en France, la plupart des foie gras, c'est foie de canard. Donc, ça, il faut bien expliquer aux Chinois, mais ce n'est pas le distributeur local qui va expliquer. Donc, face à tous ces enjeux, en 2016, nous avons décidé de créer le Beijing Synonyme pour maîtriser mieux. On ne peut pas maîtriser totalement la commercialisation, mais pour maîtriser mieux et surtout pour prendre les mesures nécessaires pour défendre la marque. Un point important, ce n'est pas que les maisons Gelardo qui est copiée, qui a des contrefaçons en Chine. Il y a pas mal de marques françaises des 8 qui sont copiées aussi en Chine. Mais les distributeurs locaux, ils n'ont pas fortement disposé pour défendre leur marque. Ça rend la situation assez compliquée. Merci beaucoup, Madame Oriono. Ensuite, après les canaux de distribution, nous allons laisser place au e-commerce. Vaste sujet. Hélène, au sein de l'étude, mais qu'est-ce qu'on a pu constater? Les principales constatations, s'il vous plaît. La place du e-commerce, je ne vais pas revenir non plus trop longtemps dessus, mais c'est essentiel en Chine, et la Chine est précursiste aussi là, par rapport à ça, et très en avance. Donc c'est pareil, il y a une différence régionale et nationale. La moyenne nationale de la part des ventes en ligne dans les ventes de détail, c'est 27%.
Mais quand vous regardez Shanghai, Zhejiang, 60%. Donc vous voyez, c'est énorme, hein, là, les consommateurs qui achètent dans les ventes de détail, donc c'est 60% du total, avec une croissance qui se stabilise un petit peu maintenant. Ça a cru très très vite jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Là maintenant, ça a tendance à se stabiliser aussi, mais c'est très élevé effectivement. Et l'essor des ventes en ligne alimentaires suivent les ventes en ligne de détail depuis le Covid, en fait, on peut dire. Avec des consommateurs qui font confiance dans les achats de vente de produits import en ligne. Ça, je crois que c'est une grande particularité par rapport aux contrefaçons, etc. Souvent, un consommateur chinois va avoir peur d'aller dans un magasin acheter un produit import, il aura peur qu'il soit contrefait, alors qu'en ligne, il est rassuré, plutôt, plus ou moins. Donc voilà, avec pareil que dans la grande distribution, des schémas qui sont complètement, qui s'interconnectent les uns aux autres, avec des magasins qui sont que des magasins en ligne comme hypermarket, qui font le pendant des petits supermarchés comme Olé dont je parlais tout à l'heure, avec pratiquement que des produits d'importation, avec des sites de produits frais où on peut acheter que des produits frais, de la viande, des fruits, etc. Avec les marketplaces et les pure players, hein, avec Tmall, Taobao, donc c'est le groupe Alibaba, hein, comme Freshippo, et JD.com, qui est le groupe Tencent et donc le groupe WeChat, qui se répartissent en fait sous une forme de duopole, avec des ventes qui se font par leur magasin direct sur JD, mais aussi un magasin comme Sam's Club qui aura son magasin dans JD.com ou Tmall. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont importantes. Un canal nouveau qui est Pinduoduo, qui a cru énormément et très rapidement. Mathieu parlait de vitesse tout à l'heure, je retiens ce terme parce que c'est vrai que c'est quand on voit le classement, si vous voyez sur la presse des classements de 2020 ou 2022, vous pouvez les mettre à la poubelle tout de suite, quoi. Les classements sur les groupes de e-commerce en Chine changent vraiment extrêmement rapidement. Et donc ça, c'était les achats groupés, qui autrefois se faisait sous le manteau et que du coup la Chine et le gouvernement chinois a voulu réguler avec des sites qui sont avec une réglementation pour les achats groupés, notamment des produits imports qui pourraient s'acheter en masse à l'étranger et qui seraient revendus aux uns et aux autres entre consommateurs. Donc là, ce serait du B2B2C. Et puis les réseaux sociaux et live streaming qui servent aussi d'achat. Donc sur WeChat, vous avez les WeChat Group sur lesquels un consommateur va faire un petit film et après vous pourrez acheter directement. Donc il y a toute la chaîne qui est intégrée. Bon, TikTok ici qui est Douyin en chinois, Taobao Livestream, puisque eux ils s'y sont mis aussi, puisqu'ils se rendaient compte de l'essor du live streaming. Et puis le Xiaohongshu, là dont on parle beaucoup, vous voyez sa couleur, c'est le petit livre rouge, qui est un site aussi dont on parle beaucoup, avec des consommateurs qui font l'article en ligne, entre guillemets, qui sont soit des KOL, hein, des Key Opinion Leaders, ou même des KOC, des Key Opinion Consumer, qui vendent en ligne via ces live streaming. Donc tout existe en fait. Voilà, je vais un peu rapidement pour conclure là-dessus. Merci Hélène pour ce résumé sur le e-commerce. Alors j'avais prévu de nombreuses autres questions sur le e-commerce pour Monsieur Ngodi et Madame Oriano, bien sûr. Bon, du coup, on voit déjà, il y avait une question, mais Hélène a déjà quasiment tout dit. Une des raisons pour lesquelles le e-commerce, ça s'applique beaucoup aux produits frais, c'est si vous voulez vous faire livrer un homard vivant à Shanghai ou à Pékin, même en plein été, quand il fait 40 degrés, vous pouvez. Donc il faut toujours se dire que le e-commerce est un vecteur de business supplémentaire qui permet d'avoir accès à tout. Si on regarde en France, peut-être que seulement à Paris, avec monmarché.fr de chez ProSol, on peut se faire livrer un homard ou des huîtres, mais en Chine, dans toutes les villes, on peut le faire. Et donc l'essor des villes secondaires qui peut en dépendre, hein, nos produits imports, du coup ils sont plus diffusés dans les villes secondaires depuis qu'il n'y a plus il n'y a plus le lien de Carrefour, de Auchan ou ailleurs qui était peu développé en fait dans ces villes secondaires. Merci Mathieu pour ce complément vraiment essentiel. On pourra toujours revenir sur cette question lors des questions-réponses, mais on voulait également parler d'un sujet très important qui est celui des questions d'accès au marché. Hélène, on sait bien que les questions d'accès au marché sont et restent très importantes en Chine. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur notamment les procédures CIFR et les différents prérequis pour les entreprises, et puis après,
Caroline pourra compléter sur le sujet, bien évidemment. Oui, c'est vraiment le sujet de Caroline, là, donc très rapidement, mais c'est vrai qu'on intervient aussi pas mal à Business France, donc c'est ma collègue qui a préparé aussi un peu ça. Donc le premier point, c'est de vérifier que son produit soit autorisé. J'ai parlé tout à l'heure des poires françaises qui étaient interdites, donc ça, on arrive tout de suite à voir si c'est autorisé ou interdit, avec des protocoles bilatéraux, des certificats officiels, donc je vais laisser Caroline en parler. Ensuite, il y a cette procédure CIFER dont je vais vous parler tout de suite après, et puis vérifier que votre marque soit bien enregistrée. Madame Orionneau en a parlé aussi tout à l'heure, l'importance est bien enregistrée en chinois également, en caractère chinois. C'est essentiel de passer du temps dessus, sur ce sujet, avec votre importateur ou distributeur. Donc sur la suivante, voilà. Donc sur la procédure CIFER, ce qui est nouveau, c'est que là où avant seul l'exportateur devait être enregistré, maintenant le producteur doit être enregistré également. Et donc ça fait que c'est beaucoup plus compliqué. L'exportateur, c'est un auto-enregistrement en ligne qui est simple. Et pour les producteurs, il y a 2 catégories de produits. Il y a des produits à haut risque sanitaire et des produits à faible risque sanitaire. Donc les faibles risques sanitaires, il y a un auto-enregistrement en ligne qui n'est pas compliqué non plus, mais le problème, c'est les hauts risques sanitaires, où là, il y a une recommandation ou validation de l'autorité compétente et une liste positive avec des catégories de produits et des législations qui peuvent changer. Donc on parlait de la vitesse aussi tout à l'heure. Là, actuellement, il y a une nouvelle réglementation qui est mise en ligne pour contribution. On peut donner son avis, ce n'est pas encore passé, mais peut-être une simplification de ces catégories. Merci. Hélène, vous êtes l'experte un petit peu sur les sujets sanitaires et phytosanitaires. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu les difficultés, les avancées sur ces points, s'il vous plaît ? J'aime bien ce rendez-vous annuel parce que chaque année, c'est l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de voir un petit peu les avancées qu'on a obtenues l'année précédente. Donc c'est quelque chose qui est compliqué. Tous ensemble, on rame quotidiennement pour essayer d'obtenir ces avancées, mais quand même, on a des petits succès dont on peut s'enorgueillir. Donc, lors de la visite du président Xi Jinping en France l'an dernier, on a eu l'occasion de signer quelques progrès SPS. On a par exemple l'accord de zonage pour l'influenza aviaire qui a été signé, ce qui fait, après l'accord pour la peste porcine africaine signé en 2021, le 2e accord de zonage pour la France, et qui fait de la France le seul pays à avoir arraché 2 accords de zonage à la Chine, les autres pays ayant des accords étant les États-Unis pour l'influenza aviaire et la Russie en ce qui concerne la peste porcine africaine. On a également eu des avancées dans d'autres filières. On a par exemple signé l'élargissement des produits porcins exportables vers la Chine en ajoutant des produits qui ne sont exportables que depuis la France et que les autres pays européens n'ont pas réussi à rajouter à leur propre liste. En plus de la viande, on avait déjà certains abats qui étaient exportables. On en a rajouté tels que les estomacs et les intestins, sous réserve de quelques difficultés administratives post-signature. On a également signé d'autres accords. On a eu une ouverture de marché pour l'alimentation animale en ce qui concerne les protéines animales transformées. Et on a signé une déclaration présidentielle qui dessine les projets, les grandes lignes et notre feuille de route pour les négociations à venir, avec en particulier le travail sur la levée de l'embargo ESB en ce qui concerne les produits de la filière bovine et l'ouverture du marché pour la luzerne déshydratée. Et je profite de ce coup d'œil dans le rétroviseur pour vous parler aussi de tout le travail invisible, celui qui n'est pas signé lors des visites présidentielles et qui pour autant nous occupe tous au quotidien. Donc Hélène a déjà parlé de CIFER et si vous vous êtes frotté à l'outil, vous savez que c'est quelque chose de complexe. Business France vous apporte son appui en particulier pour les entreprises qui sont soumises à auto-enregistrement, mais pour de nombreuses filières, il faut passer par l'autorité compétente. Et je profite de ce moment pour remercier et féliciter toutes les équipes de la DGL, des DDPP et de France Agrimaire qui accompagnent toutes les entreprises au quotidien, parce que c'est des centaines et des centaines d'entreprises chaque année qui ont besoin de passer à travers ce processus. Et le travail de notre administration est quand même remarquable. Un autre travail invisible que vous ne voyez pas, c'est l'appui ponctuel aux entreprises et le déblocage des conteneurs. Si vous avez été concerné, alors vous connaissez le nom de mon collègue, Lycian, qui est notre joker pour vous appuyer dans ce genre de situation. Et en 2024, c'est un total de 3 millions d'euros de marchandises qui ont été débloquées grâce à son expertise. Merci à lui et merci pour les travaux des différentes équipes concernées.
En ce qui concerne, on en a un petit peu parlé au fur et à mesure de vos présentations, mais des recommandations à faire pour des primo-exportateurs, des entreprises qui voudraient développer leurs exportations sur le marché chinois. Ce sera la question que je vous dirigerai à tous les quatre, mais pour commencer, Monsieur Ngodi, avec votre expérience de professionnel et d'acheteur, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en termes de recommandations ? Je vais parler près cette fois. Alors j'avais noté quelques éléments. Le premier élément, moi, qui me semble indispensable, c'est l'acculturation à la Chine. On a beaucoup entendu parler le Made in France for China, et je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Si vous essayez de vendre du chocolat au lait aux Chinois aujourd'hui, ça risque d'être un peu difficile, mais du chocolat noir, 70 ou 80%, ça passe mieux, parce que le goût chinois, les acheteurs vont vous dire c'est trop sucré. Moi, j'ai vu des confiseurs arriver dans les bureaux d'achat et « Ah non, c'est trop sucré, merci, le rendez-vous, il est terminé ». Donc c'est vrai qu'il faut, ça se prépare, c'est stratégique de comprendre ce que veulent les consommateurs locaux. Et ça, c'est très, très important. Après, il y a aussi effectivement une espèce de pragmatisme sur les volumes. Moi, je l'avais beaucoup entendu parler et, si on vend un pot de confiture à 1 milliard de consommateurs, on aura vendu 1 milliard de pots de confiture. L'équation, elle n'est pas aussi simple que ça. Les volumes ne sont pas toujours aussi délirants que ça. Il faut parfois psychologiquement se préparer à avoir des volumes qui peuvent être faibles et démarrer petits. Ça, c'est en tout cas le constat que j'ai pu faire sur le fait d'un marché stratégique qui se prépare. L'avantage de la Chine, c'est que c'est un marché où il y a toujours un moyen. Aujourd'hui, c'est très difficile et très coûteux d'exporter du bio, mais il y a des canaux de e-commerce qui permettent à la filière bio de considérer la Chine comme un marché potentiel. Donc ça, c'est important de garder à l'esprit qu'il y a des moyens de vendre en Chine, même des produits pour lesquels le marché est un peu plus compliqué d'accès. Il faut aussi quand même se faire aider, externaliser, vous en avez parlé, Business France, avoir des relais sur place. Ayant moi-même fait un VIE, je conseille le fait d'avoir des équipes proches des marchés pour être au plus près des équipes d'achat. Et enfin, le fait d'être toujours réactif. Je prends un exemple, moi je connais mieux les produits transformés que les matières premières, mais sur la biscuiterie, moi j'ai vu des PME françaises de la biscuiterie être sélectionnées parce qu'elles sont beaucoup plus réactives. Elles ont la capacité de proposer des nouveaux packaging très rapidement en adéquation avec les festivités chinoises. Donc ça, c'est aussi très important. Cette ultra flexibilité, c'est vraiment un vecteur de succès sur le marché. Merci Monsieur Gnogui. Madame Oriono, quelques recommandations en quelques phrases, s'il vous plaît. Oui, je crois Monsieur Mathieu déjà tout dit. Pour moi, c'est par exemple les huîtres français qui considèrent comme des produits de luxe en Chine, qui profitent d'une image prestigieuse, après qui se considèrent comme une qualité supérieure. Et une savoir-faire traditionnel. Donc, pour bien choisir les produits, ça c'est la première chose, choisir le produit d'originalité, de bonne qualité et savoir-faire spécial. Le deuxième, c'est comme Mathieu qui dit, il faut bien choisir son partenaire où s'implanter parce que maîtriser un petit peu le marché, c'est hyper important. Merci beaucoup. Hélène, Caroline, quelques éléments de recommandation. Merci. Donc très, très rapidement, je ne sais pas si Thomas Pavie est encore là, mais il parlait souvent des VTT en Chine, les vélos tout-terrain. Donc je pense que être bien accompagné, ça reste important. Et puis peut-être l'acronyme là, de VPP, donc la vitesse, on a parlé, il y a quand même de la concurrence, même si on est un peu devant, c'est important. La persévérance et la présence. On a dit que c'était important aussi d'être proche de son marché. Donc voilà, je resterai sur ces 3 termes. Merci. Hélène l'a dit, mais ne pas se lancer dans le marché chinois tout seul, hein. Se tourner vers son interprofession, se tourner vers les acteurs qui sont ici pour vous appuyer. Et un petit mot peut-être un petit peu moins optimiste, mais la Chine c'est bien, mais n'hésitez pas à regarder les autres marchés aussi. Parce que la Chine, ça peut se retourner à tout moment. La politique peut nous fermer des portes, nous les claquer au nez. Donc on est là pour vous accompagner sur le marché chinois, mais ne pas négliger tous les autres marchés. Merci beaucoup Caroline. Je me suis un petit peu pressée pour après passer au temps des questions-réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez qu'on revienne sur certains points, les présentations, notamment vu qu'on a écourté sur le e-commerce, je vais vous passer le micro. Non.
Je vous ai bien vu, mais je vais passer d'abord le micro ici. Bonjour, Jean-Paul Toris, je travaille pour un groupe qui s'appelle Savencia, qui est très présent en Chine depuis 30 ans. Je vous félicite pour votre excellente présentation, qui a bien résumé. C'est une immense opportunité, ce marché. C'était devenu, j'espère ne pas en parler trop au passé, un très grand marché. Vous avez décrit, madame, la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Nous, on est les numéros 1 du beurre et de la crème en Chine. Donc on sait que vous avez raison. C'est un marché d'opportunités. Maintenant, hélas, vous avez décrit aussi l'horrible année géopolitique qu'on s'est tapée et comment le cognac, nous et le porc, nous sommes les victimes collatérales d'un conflit qui nous dépasse, hein, puisqu'il s'agit des batteries électriques et de ce domaine d'excellence de la Chine, nous sommes les victimes collatérales. Donc moi, je peux vous dire que j'espère que grâce à vous, la diplomatie économique retrouvera la raison entre l'Europe, la France et la Chine. Je l'espère que nos présidents sauront de nouveau faire la paix, puisque nous avons maintenant, demain nous planchons ici dans cette même salle sur les États-Unis. Alors, vous voyez, j'espère que moi j'avais eu la chance de faire partie du voyage du président Macron en 2019, quand le président Xi et lui ont bu un verre de vin français ensemble, je pense que vous vous en souvenez, parce que les Américains et Trump déjà venaient de bannir le vin français. Donc j'espère que, voilà, mais je ne peux qu'abonder. D'abord, il vous faut des bons partenaires. Alors une petite page de publicité. Synodis, notre filiale en Chine, est un grand importateur. Comme j'espère qu'il va continuer à avoir son portefeuille de produits chez nous aussi développé. Mais vous avez une force de frappe et je pense que vous serez tous d'accord pour dire que le choix de l'importateur et de sa qualité, de sa motivation est très important. Et deuxièmement, je peux qu'abonder dans ce que vous dites. La Chine, ça se retourne vite. La défense de la propriété intellectuelle, c'est pas garanti. Les fausses marques, on a connu. Donc ayez un plan B. Et je ne peux vous dire, allez voir dans le reste de l'Asie, qui est un territoire d'opportunité, et l'ASEAN en particulier, exceptionnel, dans lequel nous, les Français, nous ne sommes pas assez présents. Hein. L'Asie en général, nous ne sommes pas assez présents. Et l'ASEAN en particulier. Mais bravo en tout cas pour votre présentation. Merci Monsieur Toris. Je me dirige vers le fond. Oui, bonjour. C'est une question assez directe. Je voudrais avoir votre commentaire sur le fait que la Chine importe moitié moins de céréales que l'an dernier. Est-ce que vous avez une explication ? Il n'y a pas seulement moitié. Alors, les céréales françaises, c'est parce qu'il n'y en a pas. Mais pourquoi la Chine importe moitié moins de céréales cette année que l'an dernier, à tel point que l'Union européenne se dispute presque la première place de premier pays, région importatrice au monde de céréales. Ça se joue à 1 million de tonnes cette année. Ah, pardon, Frédéric Hénin de la presse agricole. Oui, je commence peut-être et après... je pense qu'en fait, les achats de céréales en Chine, c'est vraiment des pics. Donc il y a une année, il y en a beaucoup, une année, il n'y en a pas beaucoup, une année, il y en a beaucoup, etc. Et il y a la question des stocks. La Chine stocke beaucoup et on ne les connaît pas toujours, ces stocks. Donc du coup, ça fait qu'il y a des années où c'est moins parce que la Chine a beaucoup stocké et elle a dû beaucoup acheter en l'année 2023, puisque là, c'est les chiffres de 2024. Donc je pense que c'est une des explications. Du reste, on le voit entre l'orge et le blé. Hein. Il y a eu un échange. Là. La Chine a acheté beaucoup plus d'orge qu'elle n'a acheté de blé, donc on arrive en tête. Mais voilà, c'est ma réponse. Hein. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais bon. Moi, je parlais des chiffres vraiment de l'année. Là, hein. C'est spectaculaire. Les prévisions du CIC, c'est un rapport de 1 à 2. Mais j'ai une autre question. Après, alors, si je peux aller aussi dans le détail, les céréales, il y a le maïs. Oui, Nous, oui. on ne vend pas du tout de maïs. Mais et ce qu'on vend comme blé, c'est vraiment du blé de haut de gamme. Moi, pour la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Hein. C'est de la farine premium. Enfin, le blé sert à faire de la farine premium. Donc, moi, je parlais des céréales en général. Et en effet, le maïs, il y en a 2 fois moins, 3 fois moins même. Mais une question complémentaire. Est-ce que la Chine joue sur ces importations de céréales? C'est juste une question un peu peut-être tordue, mais on ne sait jamais. Est-ce que la Chine joue sur ces importations pour jouer sur les marchés? Je dirais, est-ce qu'elle dit je vais moins importer pour faire baisser les prix, plus importer pour augmenter, etc. Est-ce qu'elle joue sur un facteur sur les marchés? Est-ce que ça...
Alors ça, c'est une question très intéressante et on se la pose tout le temps en fait. Mais je pense que c'est plus vrai sur le soja parce que c'est des montants qui sont beaucoup plus importants que sur les céréales. Les céréales, ça reste quand même relativement limité, les importations chinoises. Et je pense que c'est plus des effets sur les stocks que des effets sur les prix. Alors maintenant que COFCO, qui est le premier importateur chinois et le grand groupe d'État, ne joue pas un peu sur les prix, peut-être. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, moi, je peux continuer. Je peux faire un commentaire pour les stocks. On exporte beaucoup vers la Chine par bateau. Et les délais d'acheminement sont quelquefois très longs. Et ensuite, il y a quelquefois des embouteillages. Donc il y a beaucoup de stocks que nous, on qualifie sur l'eau et qu'on a du mal à identifier. Donc c'est parti de chez nous. Et c'est toujours pas débarqué en Chine. Voilà. Mais ça peut fluctuer, mais pas dans les proportions de 1 pour 2. Je pense qu'il y a des problèmes géopolitiques qui s'y mêlent. Et puis la Chine achète beaucoup de matières premières. Vous avez vu l'importance de l'Amérique du Sud. Elle contrôle beaucoup d'approvisionnement de matières premières d'autres continents que l'Europe. Et nous sommes sur des accords tarifaires très différents pour les produits laitiers. Les produits laitiers d'Asie et d'Océanie, par exemple, Australie, Nouvelle-Zélande, dont vous avez vu l'importance, c'est 0 taxe. Nous, pour le moment, c'est 15%, en espérant que ça ne va pas doubler. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Toris. Monsieur ? Oui, alors, Fabien Chevalier, je suis le président de l'interprofession du foie gras français. Et je dirige aussi la société Lafitte, qui a l'honneur avantage d'être distribuée par Chou. Donc je voulais simplement, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vrai que nous, ça fait des années qu'on travaille sur les exportations en Chine. C'est très compliqué, c'est bien, vrai. Mais Chou, je voudrais simplement, sans citer de chiffres, parce qu'ils sont confidentiels, mais que tu donnes la progressivité, parce que ça fait 10 ans, c'est ça à peu près, que tu as commencé sur la Chine avec les huîtres Gilardo. C'est passé par une pointe, c'est peut-être en train de se tasser un tout petit peu plus qu'à une certaine période. Enfin, donne-nous un peu un exemple de la progressivité des importations des huîtres Gilardo. Ça donnera un peu d'espoir aussi, parce que... On commençait par tout petit. Tout petit, ça c'est il y a en 2009 vraiment quelques tonnes. Après, en 2000, ça. Le marché des huîtres, notamment les productions locales, qui augmentent assez rapide jusqu'à 2022, c'est-à-dire jusqu'à après Covid. Après 2022, 2023, c'est-à-dire post-Covid, les productions locales, je crois, augmentent toujours. Par contre, les produits importés, je crois, avec les chiffres de France, de Business France et puis avec France et la mer, sont bien montrés que 2023-2024 commence à baisser. Mais lié quoi? Je crois, pour les Français qui ne croient pas, qui disent, voilà, les Chinois qui ont des croissances de 5%, quand même, c'est énorme par rapport à la France. Mais franchement, pour moi, je ne sais pas comment ils calculent les taux de croissance. Peut-être avec les produits exportés, des voitures électriques, des produits, je sais pas, e-commerce ou plein de choses. Mais pour importation, surtout pour moi, les produits de luxe sont bien baissés. Bien baissés. Pour moi, je dis où je baissais 10-20%. Mais pour pas mal de confrères dans les 8, ils ont baissé beaucoup plus que moi. Ouais. Merci beaucoup, Madame Aruno. Est-ce qu'il y aurait une ou peut-être deux questions complémentaires? Sinon, je me permettrai d'en poser une et puis après, on pourra conclure. Oui. Je veux bien que vous le gardiez. Oui, bonjour. Jean-Marc Chomet-Ducniel. J'avais une question sur le e-commerce. Il me semblait qu'il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, la livraison était gratuite pour tout ce qui était livraison à domicile. Je voulais savoir si c'était toujours le cas ou sinon, quel est le coût de la livraison et est-ce que ça peut impacter un petit peu le e-commerce. Voilà, je vous remercie. Monsieur Ngodi.
Alors effectivement, il y a 8 ans, quand en tout cas Fresh Hippo, quand Fresh Hippo a été lancé, on pouvait se faire livrer une pomme ou une canette de coca gratuitement. Ça faisait partie des conditions générales. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on paye les frais de livraison. Après, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que la main-d'œuvre en Chine, même avec des salaires de base qui ont augmenté, c'est des pays qui permettent. L'Asie, c'est une zone géographique comme l'Amérique latine qui permet d'avoir de la livraison à domicile à bas coût. Ça, c'est la réalité. Et aussi, on a notamment un mode de vie qui est lié à cette commodité où tous les gens commandent. Donc, mais sur le coût de la livraison, maintenant, on paye. À part, évidemment, il y a des plafonds. Et si on commande, je crois, Sam's Club, c'est 500 RMB, donc après 80 €, à partir de 70 €, mais comme on peut trouver en Europe. Je ne sais pas si Hélène et Caroline, vous avez des compléments à apporter. D'accord. Merci. Y aurait-il une dernière question ? Je vous propose à ce moment-là qu'on conclue avec Monsieur Nicolas Ferriz, chef de la mission des affaires européennes et internationales. Merci. Merci Marie. Alors, pardonnez-moi, quelques éléments que j'ai notés de cette conférence. Alors, premier point, merci d'avoir été aussi présent. Je dois me décaler. Je suis hors du champ. Donc merci vraiment pour votre participation. La salle est comble, ça se sent, cette ambiance chaleureuse dont je tiens également à m'excuser parce qu'effectivement il a fallu, pour que vous sachiez tout, faire un arbitrage entre le bruit de la soufflerie et donc la climatisation et effectivement le fait de pouvoir s'entendre, mais dans la chaleur. Donc j'espère qu'on va pouvoir régler ça par la suite. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à nos panélistes pour toute leur expertise. Vraiment ces présentations étaient vraiment fascinantes et je pense qu'on pourrait faire tout un séminaire sur la Chine. Je pense que vous en êtes d'accord, le sujet est vaste à l'image du pays. Je reconnais quand même un certain nombre d'experts de la Chine aussi dans l'assistance, donc je serai prudent dans mes points, les points que je retiens de cette intervention, parce que je pourrais facilement être contredit. Donc évidemment, ce que je retiens, bon, c'est pas une nouvelle, mais la Chine est un partenaire majeur, dans lequel quand même on reste, et faisons un petit cocorico, on reste le premier exportateur au niveau, à l'échelle européenne pour la Chine. Alors loin devant les autres pour certains produits tels que les céréales. Je retiens aussi que, bon an, mal an, la réputation française en Chine et l'attrait pour la culture française reste très fort. Donc ça, c'est quand même des atouts sur lesquels on peut capitaliser. Je retiens aussi que c'est un marché complexe. Enfin, là aussi, ce sont des évidences, mais qui convient de rappeler. C'est un marché complexe et évolutif. Alors complexe aussi parce que c'est vrai que ça n'est pas un marché monolithique. Et le point qui a été fait sur l'étude de marché un peu fine qu'il faut faire entre les villes d'importance primaire, mais aussi et notamment les villes secondaires qui restent vraiment un marché à développer, voir les autres. Donc c'est vraiment quelque chose auquel qu'il faut avoir en tête, puisque finalement il n'y a peut-être pas un marché chinois, mais des marchés chinois. C'est là aussi un marché complexe parce que paradoxal en fait. C'est vrai que tu l'as dit Caroline, nous avons filé le parfait amour lors de notre 60e anniversaire au plan politique l'an dernier et acter un certain nombre de choses au plus haut niveau avec la Chine pour qu'ensuite effectivement on se retrouve face à des tensions commerciales qui ont un petit peu neutralisé une partie de ces gains politiques et on est effectivement dedans. Donc c'est toute la beauté et les paradoxes de ce pays. Et évidemment, voilà, on a un marché qui est exigeant. J'ai bien entendu sur les questions de santé, sur les questions de traçabilité. Là aussi, je crois que c'est des atouts sur lesquels la France peut se démarquer, au-delà du côté patrimonial, culturel, évidemment, qui est bien connu. C'est un marché qui nécessite aussi beaucoup d'agilité et qui bouge vite. C'est ce que j'ai aussi retenu. Et qui, bien évidemment, nécessite d'être accompagné. Et ça, tu l'as bien dit, Caroline. Et là-dessus, effectivement,
Je réitère le fait que côté évidemment notre ambassade à Pékin, les collègues de Business France, mais aussi France Agrimaire, nous sommes vraiment aux côtés des filières et des entreprises. Tu as parlé notamment le fameux CIFER, sur lequel effectivement il y a un certain nombre de collègues dans mon équipe qui suent sang et eau au quotidien sur ce sujet. L'importance de l'acculturation, évidemment, ça va sans dire, au-delà de l'agilité, savoir où on met les pieds. Hein, les goûts chinois, au pluriel, ne sont pas ceux que l'on a chez nous. Et il faut le savoir. Je pense qu'on peut le dire globalement d'un certain nombre d'autres pays aussi. Mais évidemment, il faut y être particulièrement attentif sur le marché chinois. Le choix de l'importateur, ça a été bien dit, ça c'est quelque chose d'absolument capital. Étudier le marché au préalable avant d'y aller, mais ça c'est aussi une évidence. Et rester persévérant et ne pas hésiter à commencer petit, comme j'ai entendu sur ma droite. Donc encore une fois, merci beaucoup pour votre participation et votre résilience dans ces conditions climatiques difficiles. Revenez quand même sur le stand parce que il fera pas toujours aussi chaud. Donc merci encore à tous, merci encore une fois à nos panélistes qui parfois viennent de loin et bonne fin de journée.